La pluie d'automne frappait les pavés de Lyon avec une persistance mélancolique, créant une symphonie liquide qui résonnait dans les ruelles étroites du quartier Croix-Rousse. Élise Moreau remonta le col de son manteau beige, serrant contre elle le panier d'osier qui contenait les dernières roses de sa petite serre personnelle. À 28 ans, elle possédait cette beauté discrète des femmes qui ne cherchent pas à éblouir, mais qui rayonnent naturellement par leur authenticité. Ses cheveux châtains, légèrement ondulés par l'humidité matinale, encadraient un visage aux traits fins où brillaient des yeux noisettes emplis de bienveillance. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. La floriculture, pétales et sourires n'était qu'à quelques mètres maintenant. Cette minuscule boutique qu'elle avait héritée de sa grand-mère représentait tout son univers, un refuge coloré dans un monde souvent terne, un endroit où les gens venaient chercher un peu de beauté pour illuminer leur quotidien. Chaque matin, Élise parcourait le même trajet depuis son petit appartement situé rue des Tables Claudiennes. Et chaque matin, elle se sentait privilégiée de pouvoir offrir un sourire avec chaque bouquet. Mais ce matin-là fut différent. Alors qu'elle approchait de la boulangerie Roussel, encore fermée à cette heure matinale, son regard fut attiré par une forme sombre, recroquevillée contre la vitrine. Un homme était allongé là, immobile, ses vêtements trempés collant à son corps amaigri. Sa barbe hirsute et ses cheveux emmêlés lui donnaient l'apparence de ces âmes perdues que l'on croise parfois dans les grandes villes, ces invisibles que la société préfère ignorer. Le cœur d'Élise se serra. Sans une seconde d'hésitation, elle posa son panier et s'agenouilla près de l'inconnu. Sa main, d'abord tremblante, se posa doucement sur l'épaule de l'homme. « Monsieur, vous m'entendez » L'homme bougea légèrement, émettant un gémissement faible. Ses paupières papillonnèrent avant de s'ouvrir, révélant des yeux d'un bleu profond, troublant de clarté, malgré l'état de fatigue évident. Ces yeux-là ne correspondaient pas au reste de son apparence négligée. Ils portaient en eux une intelligence et une noblesse qui contrastaient étrangement avec sa situation. « Ça va aller », murmura Élise avec cette voix douce qui avait le don d'apaiser les cœurs les plus meurtris. « Je vais vous aider. » L'homme tenta de se redresser, mais ses forces l'abandonnèrent. Élise regarda autour d'elle. Le quartier était encore endormi, les commerces fermés, les passants rares. Elle prit une décision qui allait changer le cours de leurs deux existences. « Vous ne pouvez pas rester ici, je vais vous emmener chez moi. » L'inconnu la regarda avec surprise, comme si la gentillesse d'une étrangère était pour lui un concept oublié. Sa voix, lorsqu'il parvint enfin à parler, était rauque, mais étonnamment cultivée. « Je ne veux pas vous déranger, mademoiselle. Vous ne me dérangez pas. Personne ne devrait passer une nuit comme celle-ci dehors. » Avec une patience infinie, Élise aida l'homme à se lever. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et malgré sa maigreur apparente, elle perçut sous ses vêtements détrempés une carrure qui témoignait d'une constitution naturellement robuste. En le soutenant, elle remarqua aussi ses mains, longues, aux ongles soignés malgré la saleté, avec des paumes qui ne portaient aucune trace de travail manuel. Des mains qui semblaient habituées à manipuler autre chose que des outils ou des matériaux bruts. Le trajet jusqu'à son appartement fut laborieux. L'homme, qu'elle découvrirait bientôt sous le nom de Julien, s'appuyait lourdement sur elle, mais elle sentait qu'il faisait des efforts pour ne pas peser de tout son poids. À plusieurs reprises, il murmura des excuses, comme s'il était gêné d'accepter cette aide spontanée. L'appartement d'Élise reflétait parfaitement sa personnalité, chaleureux, simple mais raffiné, avec des plantes vertes dans chaque coin et des aquarelles de fleurs accrochées au mur. L'odeur de lavande et de thym séché flottait dans l'air, créant une atmosphère apaisante qui contrastait avec l'agitation du monde extérieur. Elle installa Julien sur son canapé moelleux, lui apporta des vêtements secs qui avaient appartenu à son frère Théo, et disparut dans la cuisine pour préparer un bouillon chaud. Lorsqu'elle revint avec une tasse fumante entre les mains, elle le trouva les yeux fermés, mais elle savait qu'il ne dormait pas. Il semblait plutôt absorber cette sensation nouvelle, être accueilli sans question,
sans jugement, avec une générosité pure et désintéressée. « Tenez, buvez ça, ça vous réchauffera. » Julien ouvrit les yeux et accepta la tasse avec un sourire timide mais sincère. La première gorgée sembla lui redonner vie, et Élise vit une lueur de reconnaissance traverser son regard. « Je m'appelle Élise Moreau, » dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Et vous ?» Il y eut un moment de silence, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Julien. Rien de plus. Pas de nom de famille, pas d'explication sur sa situation. Élise respecta ce silence, comprenant instinctivement que cet homme portait des blessures qui ne se voyaient pas, des secrets qui ne se dévoilaient pas au premier regard. « Eh bien, Julien, vous êtes le bienvenu ici le temps qu'il faudra pour que vous vous remettiez sur pied. » Ces mots simples résonnèrent dans le cœur de Julien comme une mélodie oubliée. Depuis combien d'années n'avait-il pas entendu une offre aussi sincère, dénuée de tout calcul? Dans son monde habituel, chaque geste, chaque parole cachait une intention, un intérêt, une stratégie. Ici, dans ce petit appartement parfumé à la lavande, face à cette femme aux yeux bienveillants, il redécouvrait la beauté de la générosité pure. « Pourquoi ?» demanda-t-il soudain, sa voix trahissant une émotion qu'il essayait de contenir. Élise le regarda avec surprise, comme si la question était incongrue. « Pourquoi ? Parce que c'est naturel d'aider quelqu'un qui en a besoin. Parce que demain, ça pourrait être moi qui ai besoin d'aide. Parce que... » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Parce que je crois que nous sommes tous connectés d'une façon ou d'une autre, et que la gentillesse qu'on offre nous revient toujours, sous une forme ou une autre. » Julien ferma les yeux, submergé par une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Cette femme, cet inconnu qu'il avait trouvé dans la rue comme un chien abandonné, venait de lui offrir plus que de la nourriture et un abri. Elle lui avait rendu sa foi en l'humanité. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais dans ce petit salon aux murs couleur crème, une chaleur nouvelle venait de naître. Une chaleur qui allait transformer deux vies de façon inattendue et merveilleuse. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec cette sensation étrange d'avoir quelqu'un d'autre sous son toit. En préparant son café, elle jeta un coup d'œil discret vers le salon où Julien dormait encore, recroquevillé sur le canapé. Dans son sommeil, son visage avait perdu cette tension qu'elle avait remarquée la veille, et elle put observer ses traits plus finement, des pommettes bien dessinées, un nez droit, des lèvres pleines qui contrastaient avec la rudesse de sa barbe hirsute. Il y avait quelque chose d'aristocratique dans son profil, une noblesse naturelle que la crasse et les vêtements usés ne parvenaient pas à masquer entièrement. Un bruit de casserole le fit sursauter. Julien ouvrit les yeux, momentanément désorienté, avant que la mémoire lui revienne. L'appartement d'Élise, sa générosité inattendue, cette chaleur humaine qu'il avait presque oubliée. Il se redressa lentement, remarquant que la jeune femme avait déposé à côté de lui une serviette propre et un nécessaire de toilette. « Bonjour, Julien, » dit Élise en apparaissant dans l'embrasure, tenant 2 tasses fumantes. « Vous avez bien dormi ? Mieux que je n'ai dormi depuis. » Il s'interrompit, réalisant qu'il était sur le point de dévoiler plus qu'il ne le souhaitait. « Depuis longtemps. Merci. » Élise lui tendit une tasse, et leurs doigts se frôlèrent brièvement lors de l'échange. Elle remarqua à nouveau la douceur de sa peau, si différente de ce à quoi elle se serait attendue chez un homme vivant dans la rue. Julien, de son côté, fut troublé par ce contact innocent mais chargé d'une électricité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « J'ai pensé que vous pourriez avoir envie de vous rafraîchir, » dit-elle en désignant la serviette. « La salle de bain est au bout du couloir. Prenez tout votre temps. » 1 heure plus tard, Julien émergea de la salle de bain métamorphosé. Rasé de près, les cheveux propres et disciplinés, vêtu des habits simples mais corrects de Théo, il révélait enfin sa véritable apparence. Élise, qui était en train de ranger sa cuisine, se figea en le voyant. L'homme qui se tenait devant elle n'avait plus rien du vagabond qu'elle avait secouru. Grand, élégant, malgré la simplicité de ses vêtements, il dégageait une prestance naturelle qui la troubla profondément. « Mon Dieu !» murmura-t-elle malgré elle. « Vous êtes très différent. » Julien sourit, un sourire sincère qui illumina son visage et révéla des dents parfaitement blanches et alignées.
Encore un détail qui ne collait pas avec l'image du sans-abri. Les apparences peuvent être trompeuses, dit-il avec une pointe d'ironie dans la voix. Élise hocha la tête, mais une question brûlait ses lèvres. Comment un homme avec une telle prestance, une telle éducation apparente, pouvait-il se retrouver dans la rue? Elle choisit cependant de ne pas insister, respectant le mystère qu'il maintenait autour de sa personne. « J'allais ouvrir ma boutique, » dit-elle en enfilant sa veste. « Vous pouvez rester ici, vous reposer. Il y a de quoi manger dans le réfrigérateur. Faites comme chez vous. »« Je peux vous accompagner ?» demanda Julien spontanément. « J'aimerais vous aider, en quelque sorte, pour vous remercier. » Élise hésita un instant. Emmener un inconnu dans sa boutique n'était peut-être pas très prudent, mais quelque chose dans le regard de Julien la rassura. Une sincérité, une vulnérabilité qui contredisait toute méfiance. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais je vous préviens, c'est un travail tranquille. Vous risquez de vous ennuyer. » La floriculture, pétales et sourires, était nichée dans une rue pavée pittoresque, coincée entre une librairie d'occasion et un café au volet bleu. La devanture colorée, avec ses bacs débordant de fleurs saisonnières, créait une oasis de beauté dans l'alignement de façades en pierre. Julien observa tout avec un intérêt qui surprit Élise. « C'est magnifique », dit-il en contemplant l'arrangement des chrysanthèmes et des dahlias. « Vous avez un vrai talent pour la composition. » Élise rougit légèrement du compliment. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un remarque les détails artistiques de son travail. La plupart des clients ne voyaient que le produit fini, sans comprendre la réflexion esthétique qui se cachait derrière chaque bouquet. « Vous vous y connaissez en fleurs ?» demanda-t-elle en ouvrant la boutique. « Un peu », répondit Julien évasivement. « Quelqu'un que je connaissais aimait beaucoup les jardins. Il ne mentionnait pas que cette quelqu'un était sa mère, et que les jardins en question étaient les somptueux espaces verts du château familial des Delacroix, entretenu par une équipe de 6 jardiniers professionnels. Il ne parlait pas non plus des cours de botanique qu'il avait suivis à Oxford, ni de sa passion secrète pour l'horticulture, réprimée par un père qui considérait ses intérêts comme peu dignes d'un futur dirigeant d'empire. La matinée passa rapidement. Julien se révéla d'une aide précieuse, maniant les fleurs avec une délicatesse surprenante et proposant des associations de couleurs que même Élise n'aurait pas osé tenter. Lorsque Madame Dubois, une cliente âgée et difficile, entra pour commander un arrangement funéraire, Julien suggéra discrètement une composition de lys blanc et de rose rose qui émut la vieille dame aux larmes. « Comment avez-vous su ?» lui demanda-t-elle, les yeux humides. C'était exactement les fleurs préférées de ma sœur. Après le départ de Madame Dubois, Élise regarda Julien avec un mélange d'admiration et de perplexité. « Vous avez de l'expérience avec les arrangements floraux, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. » Julien détourna le regard, gêné d'avoir été si transparent. « J'ai eu une vie différente, avant, » admit-il finalement. « Une vie où ces choses avaient de l'importance. » Que s'est-il passé? La question avait échappé à Élise avant qu'elle puisse la retenir. Le visage de Julien se ferma légèrement, et elle vit passer une ombre de douleur dans ses yeux bleus. Les gens que j'aimais, ils n'étaient pas ceux que je croyais, et moi je n'étais pas celui qu'il voulait que je sois. Alors j'ai tout quitté. Sa voix portait une amertume profonde, le poids de déception qui avait dû être dévastatrice. Élise sentit son cœur se serrer de compassion pour cet homme qui, visiblement, avait tout perdu en croyant tout avoir. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ça a dû être très difficile. Ça l'a été. Mais maintenant... » Il la regarda droit dans les yeux. « Maintenant, je commence à penser que parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Cette phrase résonna longtemps dans l'esprit d'Élise. Elle pressentait que Julien cachait bien plus qu'une simple histoire de rupture familiale ou amoureuse. Il y avait en lui une profondeur, une complexité qui éveillait sa curiosité autant que sa compassion. Sans le savoir, elle venait de sauver un homme qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais qui n'avait jamais connu la richesse véritable d'un geste désintéressé. Et lui, pour la première fois depuis des mois, commençait à entrevoir la possibilité de recommencer sa vie, non pas en tant que Julien Delacroix,
l'héritier milliardaire, mais simplement en tant qu'homme ayant redécouvert la beauté des choses simples grâce aux mains généreuses d'une fleuriste aux yeux noisettes. Les jours suivants prirent une routine étrange et réconfortante. Julien accompagnait Élise à la boutique chaque matin, se rendant indispensable par sa connaissance surprenante des fleurs et son sens artistique raffiné. Les clients commençaient à le remarquer, charmés par sa politesse exquise et ses suggestions toujours pertinentes. Mais c'est le soir, dans l'intimité de l'appartement d'Élise, que se révélaient les facettes les plus troublantes de sa personnalité. Ce soir-là, Élise avait préparé un simple repas, une ratatouille accompagnée d'un pain frais qu'elle avait acheté chez M. Roussel. Julien, qui insistait toujours pour l'aider en cuisine, malgré ses protestations, s'affairait à dresser la table avec une précision qui intriguait la jeune femme. Chaque assiette était parfaitement alignée, chaque verre positionné avec un soin méticuleux qui témoignait d'une éducation très particulière. « Vous avez travaillé dans la restauration ?» demanda-t-elle en le voyant plier les serviettes avec des gestes d'une élégance naturelle. Julien marqua une pause imperceptible avant de répondre. « On pourrait dire ça. J'ai fréquenté beaucoup de restaurants. » Il ne mentait pas techniquement. Les dîners d'affaires dans les établissements les plus prestigieux d'Europe, les réceptions mondaines dans les palaces parisiens, les banquets de charité où chaque détail du protocole était crucial, tout cela faisait effectivement partie de son expérience. Mais comment expliquer à Élise qu'il savait dresser une table parce qu'on lui avait enseigné l'étiquette dès l'enfance, au même titre que le latin et l'équitation? Lorsqu'ils s'assirent pour dîner, Élise ouvrit une bouteille de vin rouge qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Un Côte-du-Rhône modeste qu'elle avait acheté en promotion au supermarché. Julien accepta le verre qu'elle lui tendait. Mais dès la première gorgée, son expression changea subtilement. « Il est bon ?» s'inquiéta Élise, remarquant sa réaction. « Oui, bien sûr », se reprit rapidement Julien. « C'est juste que... il me rappelle quelque chose. En réalité, ce vin ordinaire contrastait violemment avec les grands crus qu'il avait l'habitude de déguster. Son palais, éduqué par les meilleurs sommeliers, détectait immédiatement la différence. Mais plus que la qualité du vin, c'était le contexte qui le bouleversait. Partager un repas simple avec quelqu'un qui l'appréciait pour lui-même, sans arrière-pensée, sans calcul d'intérêt. « Racontez-moi votre enfance », dit Élise spontanément, curieuse de mieux connaître cet homme mystérieux. Julien faillit s'étrangler avec sa gorgée de vin. Comment parler du château familial en Provence, des précepteurs privés, des vacances dans les stations les plus exclusives de Suisse? Comment décrire une enfance dorée mais solitaire, où chaque sourire était calculé, chaque amitié potentiellement intéressée? J'ai grandi dans une grande maison, dit-il prudemment. Mes parents étaient souvent absents. J'ai passé beaucoup de temps seul ou avec les employés. Il ne mentionnait pas que ces employés étaient une armée de domestiques, gouvernantes et chauffeurs, et que cette grande maison était en réalité un domaine de 300 hectares, avec un château du XVIIIe siècle classé monument historique. « Ça devait être triste », murmura Élise avec compassion. « Moi, j'ai eu de la chance. Mes parents sont morts quand j'avais 18 ans. Mais avant ça, on était très unis. Et j'ai mon frère Théo. C'est lui qui m'a aidé à reprendre la boutique de grand-mère. Parlez-moi de lui, demanda Julien, heureux de détourner la conversation de sa propre histoire. Les yeux d'Élise s'illuminèrent. Théo est mécanicien. Il a 3 ans de plus que moi. Et il est protecteur. Parfois trop. Elle rit doucement. Il va vouloir vous rencontrer, vous savez. Il s'inquiète toujours quand je fais confiance trop facilement aux gens. Un frisson d'appréhension parcourut Julien. Un frère protecteur signifiait des questions, des vérifications, peut-être même des recherches. Son identité véritable ne résisterait pas longtemps à un examen approfondi. « Il a raison d'être prudent, » dit-il sincèrement. « Vous avez un cœur trop généreux. Certaines personnes pourraient en profiter. » « Vous croyez que c'est ce que vous faites ?» demanda Élise directement, plantant son regard dans le sien. La question le déstabilisa par sa franchise. Julien posa son verre et la regarda intensément. « J'espère que non. J'espère sincèrement que non, Élise. Vous méritez mieux que d'être trompée ou utilisée. »
Il y avait tant de sincérité dans sa voix qu'Élise en fut touchée. Sans réfléchir, elle tendit la main par-dessus la table et effleura la sienne. Ce contact simple électrisa Julien, qui n'avait pas ressenti une émotion aussi pure depuis des années. « Je vous fais confiance », dit-elle simplement. Ces 4 mots furent comme un poignard dans le cœur de Julien. Cette confiance qu'elle lui accordait si naturellement, il était en train de la trahir à chaque minute qui passait. Chaque mensonge par omission, chaque demi-vérité sur son passé creusait un fossé qu'il ne savait plus comment combler. Plus tard dans la soirée, alors qu'Élise s'était endormie dans sa chambre, Julien resta éveillé sur le canapé, fixant le plafond dans l'obscurité. Par la fenêtre entr'ouverte, lui parvenaient les bruits feutrés de la ville nocturne. Une sirène au loin, le ronronnement occasionnel d'une voiture, le miaulement d'un chat errant. Dans sa poche, son téléphone portable, un modèle dernier cri qu'il avait éteint depuis son départ, vibrait régulièrement. Il savait sans regarder que c'étaient des messages de son assistant personnel, de son avocat, peut-être même de son père. Le monde des affaires n'attendait pas. Les contrats en cours, les négociations en suspens, l'empire de la Croix qui réclamait son héritier, tout cela continuait d'exister malgré son absence. Mais pour la première fois de sa vie, Julien Delacroix se moquait éperdument de son empire. Il pensait aux mains d'Élise, arrangeant les fleurs avec amour, à son rire cristallin quand il racontait une anecdote amusante, à la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle réfléchissait. Il pensait à cette vie simple et authentique qu'elle lui offrait sans même s'en rendre compte. Le problème, c'est qu'il tombait amoureux, profondément, irrémédiablement amoureux d'une femme qui ne connaissait de lui qu'un mensonge élaboré. Et chaque jour qui passait rendait la vérité plus difficile à avouer, le mensonge plus lourd à porter. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur Lyon, et il retournerait à la boutique. Élise continuerait de créer de la beauté avec ses fleurs, et lui continuerait de vivre cette double vie qui le déchirait de plus en plus. Mais pas encore. Pas encore, il ne pouvait se résoudre à briser cette bulle de bonheur fragile qu'ils avaient créée ensemble. Même si cela signifiait s'enfoncer chaque jour un peu plus dans le mensonge, même si cela signifiait risquer de perdre à jamais la seule personne qu'il l'ait jamais aimé pour ce qu'il était vraiment, ou du moins pour ce qu'elle croyait qu'il était. Le samedi suivant, Élise proposa à Julien de l'accompagner au marché aux fleurs de la Part-Dieu pour renouveler ses stocks. C'était un rituel qu'elle chérissait. Se lever avant l'aube, parcourir les étals colorés, négocier avec les producteurs locaux, choisir les plus belles pièces pour sa boutique. Elle n'avait jamais partagé cette expérience avec personne, mais la présence de Julien à ses côtés lui semblait naturelle, comme s'il avait toujours fait partie de sa routine. L'air matinal était vif, chargé des senteurs mélangées de terre humide et de végétation fraîche. Le marché s'éveillait lentement, les marchands installant leurs étals sous la lumière douce du petit jour. Julien observait ce spectacle avec une fascination qui surprit Élise. Il y avait dans son regard une intensité particulière, comme s'il découvrait un monde totalement nouveau. « Vous n'étiez jamais venu dans un marché aux fleurs » demanda-t-elle, amusée par son émerveillement évident. « Pas comme ça » répondit-il évasivement. En réalité, Julien connaissait les fleurs par les livraisons directes des plus grands fleuristes parisiens au château familial, par les compositions somptueuses qui ornaient les réceptions mondaines, par les bouquets hors de prix qu'il offrait par obligation sociale. Mais ce commerce authentique, ces mains calleuses des producteurs, cette négociation simple et directe, tout cela était pour lui d'une nouveauté absolue. Ils s'arrêtèrent devant l'étal de M. Girard, un producteur de la région dont Élise appréciait particulièrement les roses. Le vieil homme, la barbe poivre et sel et les mains tachées de terre, salua chaleureusement la jeune femme. « Élise, comment va ma meilleure cliente? Et qui est ce jeune homme? Je vous présente Julien, dit Élise avec un sourire. Il m'aide à la boutique en ce moment. » Monsieur Girard examina Julien d'un œil critique, comme s'il jaugeait un concurrent potentiel. Puis il désigna un lot de roses, d'un rouge profond. « Qu'est-ce que tu penses de celle-ci, mon garçon ?» Julien s'approcha des fleurs, les observa attentivement, puis fit quelque chose qui stupéfia tant Élise que M. Girard.
Il souleva délicatement une rose, examina sa tige, huma subtilement son parfum et observa la texture de ses pétales avec une expertise qui ne pouvait s'improviser. « Variété Mr. Lincoln », dit-il finalement, cultivée en serre, mais avec un excellent drainage. « Les tiges sont fermes, le parfum intact. Elles tiendront facilement 10 jours en vase. » Il releva les yeux vers M. Girard. « Combien ?» Le producteur écarquilla les yeux, puis éclata de rire. « Dis donc, où tu as appris tout ça, toi ?» Julien réalisa trop tard qu'il venait de se trahir. Ses connaissances en horticulture, fruit de ses études privées et de sa passion secrète, dépassaient largement ce qu'un homme de la rue aurait pu acquérir. « J'ai toujours aimé les fleurs », marmonna-t-il, sentant le regard perplexe d'Élise se poser sur lui. Ils repartirent avec leurs achats, mais l'atmosphère avait changé. Élise marchait en silence à côté de Julien, visiblement troublée par ce qu'elle venait de voir. Ce n'était pas la première fois qu'il révélait des connaissances qui ne correspondaient pas à son histoire supposée, mais cette fois, c'était trop flagrant pour être ignoré. « Julien, dit-elle finalement, alors qu'il chargeait les fleurs dans sa petite voiture, il faut qu'on parle. » Le cœur de Julien se serra. Il avait redouté ce moment depuis le premier jour, mais il l'avait repoussé, espérant pouvoir maintenir son mensonge encore un peu, encore quelques jours de bonheur volé. Ils s'installèrent dans un petit café près du marché, face à face, 2 tasses de café fumantes entre eux. Élise le regardait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude qui brisa le cœur de Julien. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle doucement. « Et ne me dites pas que vous ne comprenez pas. Vous connaissez les fleurs mieux que certains professionnels. Vous savez dresser une table comme un maître d'hôtel. Vous parlez parfois comme quelqu'un qui a reçu une éducation très poussée. Votre façon de vous tenir, de bouger, tout en vous crie que vous n'avez jamais vécu dans la rue. » Julien ferma les yeux, cherchant les mots qui pourraient expliquer sans tout détruire. « C'est compliqué, » murmura-t-il. « Alors simplifiez. » La voix d'Élise était ferme, mais pas accusatrice. « Je ne vous demande pas votre histoire entière, mais j'ai besoin de savoir à qui j'ai ouvert ma porte. Je ne suis pas dangereux, » dit-il rapidement. « Je ne vous veux aucun mal, Élise. Jamais. Ce n'est pas ce que je vous demande. » Julien ouvrit les yeux et plongea son regard dans le sien. Il y eut tant de confiance mélangée d'appréhension qu'il sentit sa résolution vaciller. « J'ai effectivement eu une autre vie, » admit-il finalement. « Une vie privilégiée. Très privilégié. Mais j'ai tout quitté parce que je ne supportais plus la personne que j'étais en train de devenir. Les gens autour de moi ne m'aimaient que pour ce que je possédais, pas pour ce que j'étais. Quand j'ai voulu changer les choses, ils ont montré leur vrai visage. » Il marqua une pause, rassemblant son courage pour continuer. « Je voulais savoir ce que c'était que d'être apprécié pour soi-même, de rencontrer des gens authentiques, de vivre simplement. » Il sourit tristement. « Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme vous, quelqu'un comme moi, quelqu'un qui sauve un inconnu sans rien demander en retour, quelqu'un qui voit la beauté dans les choses simples, quelqu'un qui... » Sa voix se brisa légèrement. « Quelqu'un qui m'a fait redécouvrir ce que signifiait être heureux. » Élise l'observa longuement, cherchant dans ses yeux la trace d'un mensonge, mais elle n'y vit que de la sincérité et une vulnérabilité qui la toucha profondément. « Vous étiez riche ?» demanda-t-elle directement. « Très. Et maintenant ?»« Maintenant, je découvre que la richesse véritable n'a rien à voir avec l'argent. » Cette réponse, bien que vraie, était encore une demi-vérité. Julien possédait toujours sa fortune, ses entreprises, son empire. Il n'avait pas tout perdu, il avait tout fui. Mais comment expliquer cette nuance sans révéler l'ampleur de son mensonge? Élise resta silencieuse un long moment, assimilant ces révélations partielles. Puis elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Merci de m'avoir dit ça, » dit-elle simplement. « Je ne vous demande pas tous les détails. Tout le monde a droit à ses secrets. Mais j'avais besoin de savoir que vous étiez sincère avec moi, au moins en partie. » Julien serra sa main, submergé par un mélange de soulagement et de culpabilité. Il avait dit une partie de la vérité, mais pas la plus importante. Il était toujours Julien Delacroix, milliardaire en fuite, pas simplement un homme riche qui avait tout quitté. Et cette différence, il le savait, serait cruciale le jour où Élise découvrirait toute la vérité. Mais pour l'instant,
Ils étaient là, leurs mains entrelacées par-dessus une table de café, et c'était suffisant. C'était plus qu'il n'avait osé espérer quand il avait quitté son ancienne vie. C'était peut-être même plus qu'il ne méritait. Le mardi suivant, Élise annonça à Julien que son frère Théo viendrait dîner le soir même. Elle avait prononcé ces mots avec une désinvolture feinte, mais Julien perçut immédiatement la tension sous-jacente. Ce dîner était un test, une évaluation, et ils le savaient tous les deux. « Il est comment » demanda Julien en l'aidant à ranger la boutique. « Théo » Élise sourit affectueusement. « Il est intense, très protecteur depuis la mort de nos parents. Parfois, j'ai l'impression qu'il se sent responsable de moi, comme s'il devait jouer le rôle du grand frère et du père à la fois. Et il n'apprécie pas que sa petite sœur recueille des inconnus. Il s'inquiète, c'est tout. » Elle marqua une pause. « Il a peut-être raison de s'inquiéter d'ailleurs. Je ne sais presque rien de vous, finalement. » Cette phrase, prononcée avec légèreté, frappa Julien comme une claque. Élise avait raison, elle ne savait rien de lui. Pire, tout ce qu'elle croyait savoir était faux. Et ce soir, il allait devoir mentir non seulement à la femme qu'il aimait, mais aussi à son frère. Théo Moreau arriva à 19 heures précises. C'était un homme de 31 ans, aux épaules larges et aux mains calleuses, qui témoignaient de son métier de mécanicien. Ses cheveux châtains, plus foncés que ceux de sa sœur, étaient toujours légèrement ébouriffés, et ses yeux noisettes, si semblables à ceux d'Élise, scrutaient Julien avec une intensité qui le mit immédiatement mal à l'aise. « Alors, vous êtes Julien » dit Théo en lui serrant la main avec une poigne ferme, presque excessive. « Enchanté » répondit Julien, soutenant son regard. Dès les premières minutes, Julien comprit que Théo n'était pas homme à se laisser berner facilement. Contrairement à sa sœur, qui voyait le bien en chacun, le mécanicien avait ce regard dur de quelqu'un qui avait appris à se méfier, à protéger ce qui lui était cher. Le dîner commença dans une atmosphère tendue. Élise avait préparé un pot-au-feu, un plat simple et réconfortant qui embaumait l'appartement. Théo accepta le verre de vin que lui tendait sa sœur, mais ses yeux ne quittaient pas Julien. « Élise m'a dit que vous l'aidiez à la boutique, » dit-il en attaquant son assiette. « Vous vous y connaissez en fleurs ?»« Un peu, » répondit prudemment Julien. « Comment un peu ?» La question était directe, presque agressive. « Théo » intervint Élise sur un ton de reproche. « Non, ça va, » dit Julien. « Votre frère a raison de poser des questions. » Il se tourna vers Théo. « J'ai toujours été attiré par la botanique. J'ai appris sur le tas. Sur le tas où ? Dans différents endroits. J'ai beaucoup voyagé. » Théo plissa les yeux. Cette réponse évasive ne lui plaisait visiblement pas. « Vous voyagiez comment ? Sans argent ? Qui vous dit que je n'avais pas d'argent ? Élise vous a trouvé dans la rue, habillé comme un clochard. »« Théo !» s'exclama Élise, choquée par la brutalité de son frère. « Ça va !» répéta Julien, bien que ses mâchoires se soient contractées. « Votre frère défend ses intérêts, et les vôtres. » Il posa sa fourchette et regarda Théo droit dans les yeux. « Vous voulez savoir qui je suis ? Je suis quelqu'un qui a eu de l'argent, beaucoup d'argent, et qui a découvert que les gens qui m'entouraient ne m'aimaient que pour ça. Quand j'ai voulu changer les choses, ils ont montré leur vrai visage. Alors j'ai tout quitté, tout. Et je me suis retrouvé dans cette rue où votre sœur m'a trouvé. Pourquoi dans cette rue précisément ? » La question prit Julien au dépourvu. En réalité, il était là parce que son chauffeur l'avait déposé dans ce quartier sur sa demande, dans le cadre de son expérience de vie normale. Mais comment expliquer cela ? Le hasard, dit-il finalement. Le hasard. Théo répéta le mot avec ironie. Vous parlez bien pour quelqu'un qui vit dans la rue. Vos mains sont douces, vos dents parfaites, vos manières... Il fit un geste vague. Vous n'avez jamais manqué de rien, n'est-ce pas ? Julien sentit la sueur perler sur son front. Théo était plus observateur qu'il ne l'avait anticipé. « J'ai eu de la chance dans ma jeunesse, » admit-il. « Mais la chance peut tourner, ou on peut la faire tourner soi-même. » Le sous-entendu était clair. Théo suspectait Julien de jouer un rôle, de manipuler sa sœur, et il n'avait pas entièrement tort. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» demanda Julien, sa voix se durcissant malgré lui. « J'insinue que ma sœur a bon cœur, trop bon parfois,
et que certaines personnes pourraient en profiter. Théo, arrête! Élise était maintenant en colère. Julien ne me fait aucun mal. Au contraire, il m'aide, Il quoi? Théo se tourna vers elle. Tu le connais depuis quoi, 1 semaine? 2 semaines? Et tu lui fais déjà confiance comme s'il était de la famille, parce qu'il est quelqu'un de bien. Comment tu peux en être sûr? Tu sais d'où il vient? Tu connais son nom de famille? Tu as vu ses papiers d'identité? Le silence qui suivit fut pesant. Élise réalisa soudain qu'effectivement, elle ne savait presque rien de concret sur Julien. Pas de nom de famille, pas de papier, pas d'adresse antérieure. Sa confiance, si naturelle, si instinctive, vacilla pour la première fois. Julien vit le doute s'installer dans le regard d'Élise et sentit son cœur se briser. Théo avait visé juste. Chaque question qu'il posait révélait un peu plus l'étendue des mensonges de Julien. « Vous avez raison », dit finalement Julien, sa voix à peine audible. « Vous avez raison de vous méfier. Si j'étais à votre place, je ferais pareil. » Il se leva lentement de table. « Élise, je vais vous laisser dîner en famille. Votre frère et vous avez des choses à vous dire. »« Julien, non !» protesta Élise. « Restez, on peut... » « Non. » Il posa une main douce sur son épaule. « Il a raison. Vous ne me connaissez pas vraiment. Et peut-être qu'il vaut mieux que les choses restent ainsi. » Sur ces mots, il quitta l'appartement, laissant derrière lui un silence lourd de questions non résolues et de vérités non dites. Dans la rue, sous la lumière des réverbères, Julien marcha sans destination précise. Pour la première fois depuis des jours, il ralluma son téléphone portable. Immédiatement, les messages affluèrent. 15 appels manqués de son assistant, 6 de son avocat, 3 de son père. La réalité de sa vraie vie le rattrapait brutalement. Il était Julien Delacroix, héritier de l'Empire hôtelier, homme le plus riche de France de moins de 35 ans, selon le dernier classement Forbes. Et il était en train de tomber amoureux d'une fleuriste qui ne connaissait même pas son vrai nom. Le moment de vérité approchait, et il le savait. Bientôt il faudrait choisir, continuer à mentir et risquer de tout perdre, ou dire la vérité et risquer de tout perdre aussi. Julien passa la nuit à errer dans les rues de Lyon, son esprit en ébullition. À 3 heures du matin, il se retrouva sur les quais de Saône, contemplant les reflets des lumières urbaines sur l'eau noire. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans sa poche, mais il n'avait plus la force de l'ignorer. Il finit par décrocher au 15e appel. « Monsieur Delacroix !» La voix de Philippe Marchand, son assistant personnel, trahissait un soulagement immense. « Dieu merci, vous allez bien. Nous vous cherchons partout depuis des semaines. »« Je vais bien, Philippe, » répondit Julien d'une voix lasse. « Monsieur, il faut que vous rentriez. Votre père est dans tous ses états. Les médias commencent à poser des questions sur votre absence. Les actionnaires s'inquiètent. Et votre fiancée... » Ex-fiancée, coupa sèchement Julien. Isabelle de Montclerc refuse de considérer que les fiançailles sont rompues. Elle prétend que vous traversez simplement une crise passagère. Elle a donné plusieurs interviews où elle affirme que vous allez bientôt reprendre vos esprits. Julien ferma les yeux. Isabelle de Montclerc, fille de la famille bancaire la plus influente de France, était le genre de femme que son père avait toujours voulu pour lui. Belle, cultivée et surtout porteuse d'un nom qui renforcerait l'empire de la Croix. Leur fiançailles avait été arrangée comme une fusion d'entreprises, et Julien avait mis des mois à comprendre qu'Isabelle ne l'aimait pas plus qu'il ne l'aimait. Elle aimait son statut, sa fortune, l'idée d'être la femme de l'homme le plus riche de France. Dites à Isabelle que c'est terminé, définitivement. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas quelque chose qui peut se régler par téléphone. Votre père insiste pour que vous rentriez immédiatement. Il y a des contrats en suspens, des décisions importantes à prendre. L'hôtel de Cannes, gérez-le sans moi. Monsieur, Julien raccrocha et éteignit immédiatement son téléphone. Mais le mal était fait. Le rappel brutal de sa vraie vie venait de raviver toute la culpabilité qu'il ressentait envers Élise. Comment pouvait-il continuer à lui mentir alors qu'un empire entier réclamait son retour? Le lendemain matin, quand il frappa timidement à la porte de l'appartement d'Élise, il la trouva les yeux rougis comme si elle avait pleuré. La conversation avec son frère avait visiblement été difficile. « Julien, dit-elle en ouvrant la porte, nous devons parler. »
Ils s'installèrent dans le salon, face à face, mais cette fois l'atmosphère était différente, plus tendue, plus fragile. Élise avait préparé du café, mais leurs tasses restèrent intactes. « Théo a raison », commença-t-elle sans préambule. « Je ne sais presque rien de vous, et ça m'inquiète parce que… » Elle hésita. « Parce que je suis en train de tomber amoureuse de vous. » Cette déclaration frappa Julien comme un coup de poing. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. De lui ou de l'homme qu'elle croyait qu'il était? Élise, laissez-moi finir. Sa voix tremblait légèrement. Je ressens quelque chose pour vous que je n'ai jamais ressenti pour personne. Mais j'ai besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Pas tous vos secrets, mais au moins votre nom complet. D'où vous venez? Pourquoi vous étiez dans cette rue? Julien sentit le piège se refermer sur lui. Comment lui dire son vrai nom sans que tout s'écroule? Julien Delacroix était connu de tous en France. Son visage avait fait la couverture de dizaines de magazines économiques. Un simple nom dans un moteur de recherche et Élise découvrirait tout. « Mon nom complet, c'est compliqué, dit-il finalement. Compliqué comment? Ma famille. Ils ne me pardonneront jamais ce que j'ai fait. Si mon nom ressort, ils me retrouveront. Et je ne veux pas retourner dans cette vie. Il ne mentait pas entièrement. Sa famille le cherchait effectivement et il ne voulait pas retourner à son ancienne existence. Mais il omettait l'essentiel, qu'il était libre de ses choix, qu'il n'était pas en fuite, mais en quête. Qu'est-ce que vous avez fait de si terrible? J'ai refusé un mariage arrangé, j'ai remis en question les méthodes de l'entreprise familiale. J'ai voulu changer des choses qui, selon eux, ne devaient pas être changées. Encore une fois, c'était la vérité, mais pas toute la vérité. Élise l'observa longuement, cherchant dans ses yeux la sincérité qu'elle espérait y trouver. « Vous n'allez pas me dire votre vrai nom, c'est ça? Je ne peux pas maintenant. Quand alors? Quand je serai sûr que vous m'aimez pour ce que je suis et non pour ce que je représente ?» Cette phrase, prononcée avec une sincérité déchirante, toucha Élise au cœur. Elle y entendit la peur d'un homme qui avait été blessé, qui avait perdu confiance en l'amour désintéressé. « Comment pouvez-vous en douter ?» murmura-t-elle. « Je vous ai trouvé dans la rue, sans rien, et je vous ai ouvert ma porte. Si ce n'est pas de l'amour désintéressé, c'est exactement pour ça, » dit Julien en s'approchant d'elle. « Vous êtes la première personne à m'avoir aimé sans rien attendre en retour, la première à m'avoir regardé comme un homme, pas comme autre chose. » Il prit ses mains dans les siennes. « Donnez-moi encore un peu de temps. Le temps de régler certaines choses avec ma famille, le temps de m'assurer que quand je vous dirai tout, ce sera pour construire quelque chose de durable avec vous. » Élise sentit son cœur se serrer. Elle voulait lui faire confiance, mais les questions de Théo résonnaient encore dans sa tête. Pourtant, quand elle regardait Julien, elle ne voyait qu'un homme blessé qui avait peur de perdre la seule chose pure et vraie qu'il avait trouvée. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « Quelques semaines, 1 mois tout au plus. Et après, vous me direz tout? Votre vrai nom, votre histoire, d'où vous venez? Tout, je vous promets. » Élise hocha lentement la tête. C'était un pari risqué, mais son cœur lui disait de le faire confiance à cet homme mystérieux qui lui avait redonné goût à la vie. « D'accord, » dit-elle finalement. « 1 mois, mais après, plus de secrets entre nous? »« Plus de secrets, » répéta Julien, sachant qu'il venait peut-être de signer l'arrêt de mort de leur relation. Car comment lui expliquer dans 1 mois qu'il était non seulement riche, mais qu'il était l'un des hommes les plus riches du pays? Comment lui faire comprendre qu'il avait continué à posséder sa fortune, même en vivant chez elle? Comment justifier tous ces mensonges, même motivés par l'amour? Mais pour l'instant, il avait gagné 1 mois. 1 mois pour trouver les mots, pour préparer le terrain, pour espérer qu'elle l'aimerait assez pour lui pardonner. 1 mois avant que tout bascule. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses et les plus angoissantes de la vie de Julien. Heureuses parce qu'il vivait un amour authentique avec Élise, découvrant chaque jour de nouvelles facettes de cette femme extraordinaire. Angoissante parce que le compte à rebours vers la vérité s'égrenait inexorablement et qu'il ne savait toujours pas comment révéler son identité sans tout détruire. Élise avait tenu parole. Elle ne posait plus de questions indiscrètes. Mais Julien sentait parfois son regard s'attarder sur lui, avec une curiosité mêlée d'inquiétude, comme si elle tentait de résoudre une énigme dont toutes les pièces lui échappaient encore. Un matin,
Alors qu'ils préparaient ensemble l'ouverture de la boutique, Élise reçut un appel qui allait changer le cours des événements. Mademoiselle Moreau, ici Nathalie Durand, de l'émission Lyon Matin sur France 3 Rhône-Alpes. Nous préparons un reportage sur les petits commerces qui font le charme de notre région. Et votre floriculture a retenu notre attention. Seriez-vous d'accord pour participer? Élise écarquilla les yeux de surprise. Un reportage télévisé. C'était inespéré pour une petite boutique comme la sienne. Oui, bien sûr, répondit-elle en regardant Julien avec excitation. Parfait, nous aimerions venir demain matin vers 10 heures. Nous filmerons la boutique, nous vous poserons quelques questions sur votre parcours, votre passion. Demain matin? Élise jeta un coup d'œil panique à l'état de la boutique. C'est un peu court, mais... Oui, c'est possible. Après avoir raccroché, elle se tourna vers Julien, les yeux brillants d'enthousiasme. Tu te rends compte? Un reportage télé. Grand-mère aurait été si fière. Mais Julien, lui, était devenu livide. Un reportage télévisé, avec des caméras. Et lui, dans le champ, probablement. Si ce reportage était diffusé, il y avait de fortes chances que quelqu'un le reconnaisse. Son visage était suffisamment connu dans les milieux d'affaires pour que sa présence dans une petite floriculture lyonnaise fasse réagir. C'est formidable, balbutia-t-il, s'efforçant de masquer sa panique. Le reste de la journée se passa dans une frénésie de préparatifs. Élise nettoya la boutique de fond en comble, réorganisa les présentoirs, prépara ses plus beaux arrangements. Julien l'aidait machinalement, mais son esprit était ailleurs, cherchant désespérément une solution. Il pouvait s'absenter pendant le tournage, prétendre un rendez-vous médical ou une démarche administrative. Mais Élise s'attendait naturellement à ce qu'il soit présent pour ce moment important. Et comment expliquer son absence sans éveiller ses soupçons? Le soir venu, alors qu'il dînait dans l'appartement, Julien tenta une approche indirecte. « Tu sais, pour demain, je me demandais si je ne devrais pas te laisser seul avec les journalistes. C'est ton moment à toi, ta boutique, ton histoire. » Élise le regarda avec surprise. « Mais pourquoi? Tu fais partie de l'histoire maintenant. Tu m'aides tous les jours, les clients te connaissent. » Et puis, elle sourit tendrement. « J'aimerais que tu sois là, pour me donner du courage. » Julien sentit son estomac se nouer. Comment refuser sans blesser Élise et sans éveiller ses soupçons? Et surtout, comment lui expliquer qu'il ne pouvait pas apparaître à la télévision sans révéler des pans entiers de sa véritable identité? Cette nuit-là, il ne dormit pas. Allongé sur le canapé, il échafaudait des plans de plus en plus désespérés. Fuir dès le matin? Prétendre une urgence familiale? Ou alors, peut-être était-ce le moment de tout avouer. Le délai d'1 mois n'était pas encore écoulé, mais les circonstances l'obligeaient peut-être à précipiter les choses. Il finit par prendre une décision qui lui sembla la moins pire. Il resterait, mais ferait en sorte de rester en arrière-plan, hors du champ des caméras autant que possible. Et si par malheur quelqu'un le reconnaissait après la diffusion, il aviserait. Le lendemain matin, l'équipe de France 3 arriva ponctuellement. Nathalie Durand était une journaliste d'une 40aine d'années, souriante et professionnelle. Avec elle, un caméraman et un preneur de son transformèrent rapidement la petite boutique en plateau de tournage improvisé. « Mademoiselle Moreau, nous allons commencer par quelques plans de la boutique, puis nous ferons l'interview. Votre ami peut rester, bien sûr, mais nous nous concentrerons sur vous. » Julien poussa un soupir de soulagement discret. Il se posta derrière le caméraman, hors du champ de vision, et observa Élise répondre aux questions avec un naturel charmant. « Parlez-nous de votre passion pour les fleurs. Comment avez-vous repris cette boutique? Quels sont vos projets d'avenir ?» Élise répondait avec sincérité et émotion, évoquant sa grand-mère, son amour pour la beauté florale, son désir de faire sourire les gens avec ses créations. Julien la regardait avec admiration, frappé une fois de plus par son authenticité. Puis vint la question qu'il redoutait. « Et qui est ce charmant jeune homme qui semble vous aider ?» La journaliste avait remarqué Julien, et le caméraman tourna instinctivement son objectif vers lui. Pris au dépourvu, Julien se figea comme un lapin dans les phares d'une voiture. « Oh, c'est Julien », dit Élise avec un sourire radieux. « Il m'aide beaucoup en ce moment. Il a un talent naturel pour les arrangements floraux. Julien, vous voulez bien nous dire quelques mots ?» Le caméraman
ajusta sa focale sur le visage de Julien. À cet instant précis, Julien Delacroix, héritier de l'Empire hôtelier, homme le plus recherché de France selon les médias économiques, se retrouva en gros plan sur une caméra de télévision régionale. Sa voix s'étrangla. Je suis juste heureux de pouvoir aider Élise. Elle fait un travail magnifique. Vous êtes de la région? Pas exactement. Je voyage beaucoup. Heureusement, la journaliste ne poussa pas plus loin et reporta son attention sur Élise. Mais le mal était fait. Quelque part dans les archives de France 3, il existait maintenant un enregistrement de Julien Delacroix dans une floriculture lyonnaise, présentée comme Julien tout court. Après le départ de l'équipe, Élise était radieuse. « Tu as vu comme ça s'est bien passé? Je suis si contente que tu aies été là. » Julien sourit faiblement, l'estomac toujours noué d'angoisse. Le reportage serait diffusé dans quelques jours. Et alors, il faudrait prier pour que personne ne le reconnaisse, ou se préparer à affronter les conséquences. Dans sa poche, son téléphone se remit à vibrer. Encore son assistant, encore son père, encore son monde qui le réclamait. Le piège se refermait peu à peu, et Julien commençait à comprendre qu'il ne pourrait pas indéfiniment vivre cette double vie. Le bonheur a parfois un prix, et le sien était peut-être en train de devenir trop élevé. Le reportage fut diffusé le vendredi suivant dans l'émission Lyon Matin. Élise avait invité quelques amis du quartier à venir le regarder avec eux dans l'appartement. Madame Roussel, la boulangère, Monsieur Girard, le producteur de fleurs, et bien sûr Théo étaient présents, tous excités de voir leur ami à la télévision. Julien, lui, était assis en retrait, le cœur battant la chamade. Quand son visage apparut à l'écran, il retint son souffle. Heureusement, la séquence fut brève, et personne dans l'assistance ne sembla le reconnaître. Il commença à espérer que son passage télévisé passerait inaperçu. C'était compté sans la puissance des réseaux sociaux et la mémoire collective du monde des affaires. Le dimanche matin, Théo débarqua chez sa sœur avec son ordinateur portable sous le bras et une expression que Julien n'avait jamais vue sur son visage. Un mélange de stupéfaction et de colère froide. « Élise, dit-il en posant l'ordinateur sur la table basse, il faut que tu vois ça. » Sur l'écran s'affichait un article du site économique Capital Rhône-Alpes, avec un titre qui fit l'effet d'une bombe. Julien Delacroix retrouvé, l'héritier milliardaire, se cache dans une floriculture lyonnaise. L'article était accompagné de 2 photos côte à côte, l'une tirée du reportage de France 3 montrant Julien dans la boutique d'Élise, l'autre issue d'un gala de charité parisien où il apparaissait en smoking, aux côtés d'Isabelle de Montclair. Élise regarda l'écran sans comprendre, puis tourna lentement la tête vers Julien. Son visage était d'une pâleur mortelle. « C'est quoi ça ?» balbutia-t-elle. Julien ferma les yeux. Le moment qu'il redoutait tant était arrivé. Plus moyen de fuir, plus moyen de mentir. La vérité venait de exploser au grand jour de la façon la plus brutale qui soit. « Élise, commença-t-il. « Lis, l'interrompit Théo en pointant l'écran. Lis lui qui tu es vraiment. » Élise se pencha vers l'ordinateur et lut l'article à voix haute, sa voix tremblant de plus en plus à mesure qu'elle avançait. Julien Delacroix, 30 ans, héritier de l'Empire hôtelier Delacroix, fortune estimée à 2,8 milliards d'euros selon le dernier classement Forbes, avait mystérieusement disparu il y a 6 semaines, alimentant toutes les spéculations dans les milieux d'affaires. Fiancé à Isabelle de Montclair, fille de la famille bancaire éponyme, il avait brutalement rompu leur fiançailles avant de disparaître sans laisser de traces. Elle s'arrêta, incapable de continuer. Ses mains tremblaient. « Milliardaire ?» murmura-t-elle en levant les yeux vers Julien. « Tu es milliardaire ?» Julien hocha lentement la tête, incapable de prononcer un mot. « Et tu étais fiancé ?» C'était arrangé. Je ne l'aimais pas. C'est pour ça que j'ai tout quitté. « Tu m'as menti !» explosa soudain Élise en se levant d'un bond. « Pendant des semaines, tu m'as menti, tu m'as laissé croire que tu avais besoin d'aide, que tu étais... » Sa voix se brisa. Les larmes coulèrent maintenant librement sur ses joues. « Je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments, » dit Julien en se levant à son tour. «
Tout ce que j'ai ressenti pour toi, tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était vrai. Vrai? Théo ricana amèrement. Tu appelles ça vrai? Tu t'es fait passer pour un clochard auprès de ma sœur. Tu as abusé de sa générosité, de sa bonté. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Théo se leva à son tour menaçant. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi un milliardaire se déguise en vagabond et se fait héberger par une fleuriste qui gagne à peine de quoi vivre. Julien regarda Élise, cherchant dans ses yeux un reste de la tendresse qu'il y avait vue tant de fois. Mais il n'y trouva que de la douleur et de la trahison. « Je voulais savoir ce que c'était que d'être aimé pour moi-même, » dit-il d'une voix brisée. « Toute ma vie, les gens ne m'ont approché que pour mon argent, mon statut, ce que je pouvais leur apporter. Avec toi, j'ai découvert ce que c'était que d'être juste un homme. »« En me mentant » cria Élise. « En me trompant sur qui tu étais. Comment peux-tu parler d'amour sincère quand tout était basé sur un mensonge ? Mes sentiments n'étaient pas un mensonge. Mais tout le reste, si. » Elle pointa l'ordinateur. « Julien Delacroix. Tu ne t'appelles même pas Julien comme moi je le croyais. Tu es l'homme le plus riche de France. Et moi, idiote que je suis, je t'ai recueilli en croyant t'aider. » Elle éclata en sanglots. Et Julien fit un pas vers elle, les bras tendus. « Élise, s'il te plaît, ne m'approche pas, hurla-t-elle. Ne me touche pas. » Théo s'interposa entre eux, furieux. « Tu as assez fait de mal comme ça. Ma sœur t'a ouvert sa porte, son cœur, et toi tu en as profité pour jouer à je ne sais quel jeu pervers de riche qui s'ennuie. »« Ce n'était pas un jeu, » protesta Julien. « Je suis tombé amoureux d'elle. »« Amoureux ?» Élise le regarda avec une expression de dégoût qui lui transperça le cœur. « Tu es capable d'aimer, toi? Vraiment? Ou est-ce que c'est juste un autre de tes mensonges ?» Cette accusation fit plus mal à Julien que tous les reproches précédents. Voir Élise douter de la sincérité de ses sentiments était insupportable. « Je t'aime, » dit-il simplement, sa voix brisée par l'émotion. « Je t'aime plus que tout au monde. C'est pour ça que je n'arrivais pas à te dire la vérité. J'avais peur de te perdre. Et tu croyais que me mentir, c'était mieux ?» Julien n'avait pas de réponse à cela. Il réalisait maintenant à quel point ses choix avaient été égoïstes, à quel point il avait manqué de respect à cette femme qu'il prétendait aimer. « Je voulais te le dire, » murmura-t-il. « J'ai essayé plusieurs fois. Sors de chez moi, » dit Élise d'une voix calme mais implacable. « Sors de chez moi et ne reviens jamais. » « Élise, sors !» Elle courut vers sa chambre et claqua la porte. Julien resta planté au milieu du salon, dévasté, sous le regard haineux de Théo. « Tu as entendu ma sœur ?» dit le mécanicien. « Maintenant, tu dégages, et si jamais tu t'approches encore d'elle, tu auras affaire à moi. » Julien ramassa sa veste et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois. « Dis-lui que je suis désolé, et que tout ce que j'ai ressenti pour elle était vrai. » Il quitta l'appartement et se retrouva dans la rue, seul, plus perdu qu'il ne l'avait jamais été. Derrière lui, il entendait les sanglots étouffés d'Élise à travers la porte de sa chambre. Pour la première fois de sa vie, Julien Delacroix comprenait que l'argent ne pouvait pas tout acheter. Il ne pouvait pas acheter le pardon, il ne pouvait pas acheter l'amour, et il ne pouvait certainement pas effacer les conséquences de ses mensonges. Il venait de perdre la seule chose qui comptait vraiment. Les semaines qui suivirent furent les plus sombres de l'existence de Julien Delacroix. Il avait regagné son penthouse parisien du 16e arrondissement. Cet appartement de 400 mètres carrés avec vue sur la tour Eiffel qui lui semblait maintenant aussi froid qu'un mausolée. Chaque objet de luxe, chaque œuvre d'art, chaque meuble de designer lui rappelait cruellement le fossé qui le séparait du monde simple et authentique d'Élise. Philippe Marchand avait accueilli son retour avec un soulagement évident, mais aussi avec une inquiétude croissante face à l'état de son patron. Julien, d'ordinaire si énergique et déterminé, était devenu un fantôme de lui-même. Il assistait aux réunions d'affaires avec une absence totale d'intérêt, signait les contrats machinalement et passait ses soirées enfermé dans son bureau, contemplant les lumières de Paris sans les voir. « Monsieur Delacroix, » hasarda Philippe un matin, « votre père souhaiterait vous voir. Il s'inquiète de votre état. » Julien leva à peine les yeux de son bureau où traînaient des dizaines de dossiers non traités. « Dites-lui que je vais bien. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous n'allez manifestement pas bien.
Voulez-vous que je prenne rendez-vous avec le docteur Martineau? Non. Julien se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dites-moi, Philippe, vous avez déjà été amoureux? La question surprit l'assistant, qui était pourtant habitué aux excentricités de son patron. Oui, monsieur, de ma femme, depuis 15 ans. Et elle vous aime pour qui vous êtes? Pas pour votre statut, votre argent, ce que vous pouvez lui offrir? Oui, monsieur, nous nous sommes rencontrés quand nous étions étudiants. Nous n'avions rien à l'époque. Julien hocha lentement la tête, une expression douloureuse traversant son visage. Vous avez de la chance, Philippe, une chance inouïe. Cette même semaine, Isabelle de Montclair tenta à plusieurs reprises de le joindre. Elle finit par se présenter directement à son bureau, superbe, dans un tailleur Chanel rose poudré, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son sourire de couverture de magazine. « Julien, chéri, » dit-elle, en faisant irruption malgré les protestations de la secrétaire. « Et il faut qu'on parle !» Julien la regarda avec une indifférence qui la déstabilisa. Isabelle avait l'habitude de faire de l'effet, d'être désirée, admirée. Cette froideur était nouvelle. « Nous n'avons rien à nous dire, Isabelle. » Bien sûr que si. Elle s'assit gracieusement en face de lui. Toute cette histoire avec cette fleuriste, c'était juste une passade, n'est-ce pas? Une crise de la trentaine? Maintenant que c'est passé, on peut reprendre nos projets là où on les avait laissés. Nos projets? Julien la regarda avec amertume. Quel projet, Isabelle? Le mariage arrangé par nos pères, la fusion de nos empires familiaux, les photos dans gala et point de vue. Notre mariage, Julien. Notre avenir ensemble. Nous formons un couple parfait, tu le sais bien. Non? Parfait pour qui? Pour nos familles? Pour les médias? Pour les actionnaires? Isabelle fronça les sourcils, agacée par ce qu'elle percevait comme de la philosophie de comptoir. « Julien, tu es l'héritier de la Croix. Tu as des responsabilités, une image à préserver. Tu ne peux pas gâcher tout ça pour... Pourquoi? Une petite fleuriste de banlieue ?» Ces mots frappèrent Julien comme un soufflet. Entendre Isabelle parler d'Élise avec ce mépris de classe réveilla en lui une colère qu'il ne s'était pas autorisée depuis des semaines. Cette petite fleuriste vaut 100 fois plus que tous les gens de notre milieu réunis, dit-il d'une voix glaciale. Elle a plus de noblesse dans son petit doigt que toi dans tout ton corps. Julien! Isabelle était choquée. Comment peux-tu me parler ainsi, après tout ce que nos familles ont investi dans notre relation? Nos familles? Oui. Mais nous, Isabelle, qu'est-ce qu'on a investi? Dis-moi une seule chose authentique qu'on ait partagée, une seule émotion vraie, un seul moment où on s'est regardé comme deux êtres humains et non comme deux noms sur un contrat de mariage. Isabelle resta muette, cherchant visiblement une réponse qui ne venait pas. « C'est bien ce que je pensais, » continua Julien. « Tu ne m'aimes pas, Isabelle. Tu aimes l'idée de m'épouser. Et moi, je ne t'aime pas non plus. Je ne t'ai jamais aimé. »« Mais l'amour, qu'est-ce que c'est ?» protesta-t-elle. Une émotion passagère, nous on a mieux, une compatibilité, des intérêts communs, un mode de vie partagé. Tu ne comprends pas. Julien se leva et se dirigea vers la porte. Et c'est exactement pour ça que ça ne marchera jamais entre nous. Sors de mon bureau, Isabelle, et ne reviens plus. Après son départ, Julien se retrouva seul face à ses démons. Il pensait à Élise constamment. À son rire cristallin quand elle arrangeait ses fleurs, à la façon dont elle mordillait sa lèvre quand elle réfléchissait, à la chaleur de sa main dans la sienne. Il se demandait comment elle allait, si elle pensait encore à lui, si elle lui pardonnerait un jour. Il avait envoyé plusieurs lettres à son adresse, mais toutes lui avaient été retournées avec la mention « refusée ». Théo veillait au grain, protégeant sa sœur de celui qu'il considérait comme un prédateur déguisé. Un soir, n'y tenant plus, Julien se rendit discrètement dans le quartier Croix-Rousse. Il se posta en face de la floriculture, caché dans l'ombre d'un porche, et observa Élise à travers la vitrine illuminée. Elle travaillait seule, préparant ses bouquets avec la même grâce que dans ses souvenirs. Mais quelque chose avait changé. Ses gestes semblaient plus mécaniques, son sourire forcé quand elle servait les clients. Elle avait maigri, et des cernes soulignaient ses beaux yeux noisettes. Il était resté là 1 heure, dévoré par l'envie de franchir la porte, de la prendre dans ses bras, de tout expliquer. Mais il savait qu'il n'en avait pas le droit.
Il avait perdu ce privilège le jour où elle avait découvert ses mensonges. En rentrant à Paris cette nuit-là, Julien prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Si Élise ne voulait plus de lui, s'il avait définitivement perdu la femme qu'il aimait, alors au moins il pouvait honorer ce qu'elle lui avait enseigné. Il pouvait devenir l'homme qu'elle méritait, même si c'était trop tard pour elle. Il pouvait transformer sa douleur en quelque chose de beau, de généreux, de digne de l'amour qu'elle lui avait offert, et qu'il avait si mal su préserver. Le lendemain matin, il convoqua Philippe dans son bureau. « Je veux que vous trouviez les meilleurs architectes et décorateurs de Lyon, dit-il. J'ai un projet pour eux. Et Philippe ?» Il sourit pour la première fois depuis des semaines. « Cherchez aussi les meilleurs fleuristes de la région. J'aurai besoin de leurs conseils. » 3 mois s'écoulèrent dans un silence pesant entre Julien et Élise. 3 mois pendant lesquels chacun tentait de reconstruire sa vie dans l'ombre de l'autre. Mais si Élise s'efforçait d'oublier, Julien, lui, travaillait inlassablement à un projet qui consumait toutes ses pensées et mobilisait une partie importante de sa fortune. Au cœur de Lyon, dans le prestigieux quartier de la Presqu'île, un immeuble haussmannien était en complète rénovation. L'activité y était intense. Architectes, décorateurs, artisans se succédaient jour et nuit sous la direction de Philippe Marchand, qui exécutait scrupuleusement les instructions détaillées de son patron. « Monsieur Delacroix insiste sur chaque détail », expliquait-il à l'équipe. « Les moulures doivent être restaurées à l'identique, le parquet en chêne massif, et surtout, c'est crucial, l'espace central doit pouvoir accueillir les plus belles compositions florales qu'on puisse imaginer. » Car le projet de Julien était extraordinaire dans sa simplicité. Créer la plus belle floriculture de Lyon. Pas pour lui, pas pour son empire commercial, mais pour honorer l'art qu'Élise lui avait fait découvrir. Il voulait que cette boutique soit un temple dédié à la beauté florale, un endroit où les fleurs seraient traitées comme des œuvres d'art. Il avait choisi l'emplacement avec soin, rue de la République, l'une des artères les plus passantes de Lyon, avec une vitrine de 8 mètres qui donnerait sur la place Bellecour. L'investissement était colossal, près de 2 millions d'euros, mais Julien s'en moquait éperdument. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça, monsieur ?» avait demandé Philippe, inquiet de voir son patron investir une fortune dans un domaine qu'il ne connaissait pas. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit », avait répondu Julien. Il avait aussi pris d'autres décisions qui stupéfièrent son entourage professionnel. Discrètement, par l'intermédiaire de fondations anonymes, il avait commencé à faire des dons considérables à des associations lyonnaises. L'hôpital pour enfants, la banque alimentaire, les refuges pour sans-abri. 5 millions d'euros répartis sur un an, sans aucune publicité, sans aucun avantage fiscal recherché. C'est de la folie, avait murmuré son père, Henri Delacroix, quand Philippe l'avait informé des activités de son fils. Qu'est-ce qui lui prend? Mais Julien avait trouvé dans cette générosité quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, la paix intérieure. Chaque don, chaque projet qu'il finançait lui rappelait la leçon d'Élise, que la vraie richesse se mesure à ce qu'on donne, pas à ce qu'on accumule. Pendant ce temps, à Croix-Rousse, Élise traversait ses propres épreuves. La révélation de l'identité de Julien avait fait d'elle une curiosité locale. Les journalistes l'avaient harcelée pendant des semaines, voulant connaître tous les détails de sa relation avec le milliardaire. Elle avait refusé toutes les interviews, protégée par Théo qui montait la garde comme un chien fidèle. Mais le plus dur n'était pas la curiosité des médias. Le plus dur était le vide que Julien avait laissé dans sa vie. Malgré la trahison, malgré les mensonges, elle ne pouvait pas nier qu'elle avait été heureuse avec lui. Ces semaines partagées resteraient probablement les plus belles de sa vie, et cette pensée la torturait. « Il faut que tu tournes la page », lui répétait Théo. « Ce type t'a manipulé. Il a joué avec tes sentiments. »« Je sais », répondait-elle mécaniquement. Mais son cœur savait autre chose. Il savait que l'homme qui l'avait aidé dans sa boutique, qui l'avait regardé avec tant de tendresse, qui lui avait dit l'aimer, cet homme-là était sincère, même si tout le reste était mensonge. Un matin de décembre, alors qu'elle se rendait au marché aux fleurs, Élise croisa M. Girard qui l'attendait près de son étal, avec une expression étrange. « Élise, ma petite, dit le producteur,
il faut que je te dise quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Girard? Ta commande de la semaine dernière, celle que tu as payée avec ton chèque, eh bien, il a été refusé par la banque. Découvert. Élise rougit de honte. Depuis quelques semaines, les fins de mois étaient difficiles. La boutique marchait moins bien, peut-être à cause de la curiosité malsaine des gens qui venaient de voir la fleuriste du milliardaire plutôt que pour acheter des fleurs. Je suis désolé, monsieur Girard, je vais arranger ça dès demain. Non, attends. Le vieil homme la regarda avec une expression bienveillante. C'est là que ça devient bizarre. Ton chèque a été refusé, c'est vrai. Mais le lendemain, j'ai reçu un virement de 1 000 € sur mon compte, avec un message qui disait « Pour couvrir les commandes d'Élise Moreau pendant les 6 prochains mois ». Quoi? Élise écarquilla les yeux. Mais qui? Ça venait d'une fondation que je ne connaissais pas, la Fondation Fleur de Lyon. J'ai cherché sur Internet, mais il n'y a presque aucune information. Juste que c'est une organisation caritative récente qui aide les petits commerces locaux. Élise sentit son cœur s'accélérer. Une fondation mystérieuse qui l'aidait. Qui d'autre qu'un homme immensément riche pourrait faire ça? Qui d'autre connaîtrait ses difficultés financières? Et ce n'est pas tout, continua M. Girard. J'ai parlé avec d'autres commerçants du quartier. Madame Roussel a reçu un chèque anonyme pour rénover sa boulangerie. Le garage de ton frère a bénéficié d'une commande importante. 20 voitures de fonction pour une entreprise mystérieuse. Et l'école primaire a reçu un don pour acheter de nouveaux ordinateurs. Élise resta muette, le cœur battant. Était-ce possible? Julien était-il derrière tout ça? Tu crois que c'est lui? Demanda M. Girard. Ton Julien. Ce n'est pas mon Julien, répondit-elle automatiquement. Mais au fond d'elle-même, une petite flamme d'espoir venait de se rallumer. Si c'était vraiment lui, s'il aidait son quartier, ses amis, sans rien demander en retour, sans même révéler son identité, alors peut-être qu'elle s'était trompée sur lui, peut-être que l'homme qu'elle avait aimé existait vraiment, derrière le milliardaire et les mensonges, peut-être qu'il était temps de découvrir la vérité, toute la vérité. Élise ne dormit pas de la nuit. Les révélations de M. Girard tournaient dans sa tête comme un manège obsédant. Le lendemain matin, elle prit une décision qui l'étonna elle-même. Elle allait mener sa propre enquête. Si Julien était vraiment derrière ces dons mystérieux, elle voulait le savoir. Et si ce n'était pas lui, elle voulait le savoir aussi. Sa première étape fut la bibliothèque municipale, où elle passa l'après-midi à éplucher les journaux locaux et les sites Internet. La Fondation Fleur de Lyon était effectivement récente, créée il y a exactement 3 mois, soit quelques semaines après leur rupture. L'adresse était celle d'un cabinet d'avocats prestigieux du 2e arrondissement de Lyon, mais aucun nom de fondateur n'apparaissait publiquement. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» demanda Madame Bernardi, la bibliothécaire, en voyant Élise entourée de journaux. « J'essaie de comprendre qui se cache derrière une fondation caritative. » « Ah, ce genre de recherche !» La bibliothécaire sourit. « Vous savez, il y a souvent des moyens détournés de trouver des informations. Les registres du commerce, les annonces légales. Attendez, laissez-moi vous aider. » Ensemble, elles passèrent au peigne fin tous les documents officiels disponibles. Et soudain, dans une annonce légale du Progrès datée de septembre, Élise trouva ce qu'elle cherchait. Constitution de la Fondation Fleur de Lyon, domiciliée 15 rue de la République, Lyon 2e. Objet: aide aux petits commerces et actions caritatives locales. Fondateur: Société Delacroix Patrimoine. Le cœur d'Élise fit un bond. Delacroix Patrimoine. Le nom était suffisamment évident. C'était bien lui. « Vous avez trouvé ?» demanda Madame Bernardi. « Oui, » murmura Élise, le cœur battant. « J'ai trouvé. » Le soir même, elle se confia à Théo. Son frère était dans son garage, sous le capot d'une voiture, quand elle lui raconta ses découvertes. « Alors ?» dit-il en sortant la tête, une clé à molette à la main. « Qu'est-ce que ça change? Il a de l'argent, il en donne. C'est bien pour lui. Ça n'efface pas ses mensonges. Mais Théo réfléchit. Il aide notre quartier, nos amis, sans rien demander en retour, sans même révéler que c'est lui. Et alors, Théo s'essuya les mains sur un chiffon. C'est peut-être juste sa façon à lui de se donner bonne conscience.
Les riches font ça, tu sais. Ils donnent quelques millions pour se sentir moins coupables de leurs excès. Tu ne comprends pas, s'emporta Élise. Ce n'est pas quelques millions jetés au hasard. Il a payé tes commandes de voiture. Il a aidé Monsieur Girard, Madame Roussel. Il connaît notre quartier, nos problèmes. Il a agi avec précision, avec amour. Théo la regarda longuement, puis secoua la tête. « Élise, tu es en train de retomber amoureuse de lui. Je ne suis jamais tombée de amour avec lui, » protesta-t-elle. « Ah non? Alors pourquoi tu pleures tous les soirs depuis 3 mois? Pourquoi tu ne regardes plus aucun homme? Pourquoi tu souris à peine depuis qu'il est parti ?» Élise resta muette. Son frère avait touché juste. Elle n'était jamais tombée d'amour parce qu'elle n'en était jamais sortie. « Je veux lui parler, » dit-elle finalement. « Je veux entendre sa version. Je veux comprendre pourquoi il a fait ça. » Élise. « Non, Théo, j'ai le droit de savoir. J'ai le droit d'entendre ses explications. Et si après ça, je décide qu'il ne mérite pas mon pardon, alors j'aurai au moins la conscience tranquille. » Théo soupira profondément. Il connaissait sa sœur assez bien pour savoir que quand elle avait pris une décision, rien ne pouvait l'en dissuader. « Comment tu comptes le contacter ? Il doit être à Paris, dans ses palaces et ses conseils d'administration. »« Il est à Lyon, » dit Élise d'une voix douce. « Quoi ? Comment tu le sais ? Parce que tous ces dons, toute cette aide, ça ne peut pas se gérer à distance. Il faut connaître les gens, leurs besoins, leur situation. Il est forcément ici, quelque part, à surveiller discrètement notre quartier. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec un petit sourire triste. « Et puis, il m'a dit un jour qu'il m'aimait. Si c'était vrai, il ne serait pas parti très loin. » Le lendemain, Élise commença sa surveillance. Elle ferma sa boutique plus tôt et se promena dans le quartier, observant chaque café, chaque terrasse, chaque coin de rue où Julien pourrait se cacher pour l'observer. Elle avait l'intuition qu'il venait régulièrement, peut-être même tous les jours. Le 3e soir, sa patience fut récompensée. Alors qu'elle sortait de chez le boulanger avec le pain pour le dîner, elle aperçut une silhouette familière dans l'ombre du porche en face de sa boutique. Une silhouette qui s'immobilisa en la voyant, comme prise en flagrant délit. Julien. Il était là, habillé simplement d'un jean et d'un pull sombre, une casquette sur la tête, mais elle l'aurait reconnu entre mille. Ses épaules, sa façon de se tenir, cette élégance naturelle qu'aucun déguisement ne pouvait masquer. Leurs regards se croisèrent à travers la rue. Pendant un long moment, ni l'un ni l'autre ne bougea. Puis Julien fit un pas en arrière, visiblement prêt à fuir. « Julien !» cria Élise. « Attendez !» Il s'immobilisa, déchiré entre l'envie de courir vers elle et la certitude qu'il n'en avait pas le droit. Élise traversa la rue en courant, son poing serré contre elle. Quand elle fut face à lui, elle réalisa qu'elle n'avait pas préparé ce qu'elle allait lui dire. Toutes les phrases répétées mentalement s'évaporèrent. « Vous veniez souvent ?» demanda-t-elle finalement. « Presque tous les soirs, » avoua-t-il d'une voix rauque. « Juste pour m'assurer que vous alliez bien. La Fondation Fleur de Lyon, dit-elle directement. C'est vous, n'est-ce pas ?» Julien ferma les yeux, pris en flagrant délit de générosité secrète. « Comment vous... » J'ai enquêté. « Pourquoi, Julien? Pourquoi vous faites ça ?» Il la regarda avec une intensité douloureuse. « Parce que vous m'avez appris ce que signifiait vraiment être riche, et que même si je ne peux plus faire partie de votre vie, je peux au moins honorer vos leçons. » Ces mots frappèrent Élise en plein cœur. Pour la première fois depuis 3 mois, elle entrevoyait l'homme qu'elle avait aimé derrière le milliardaire qu'elle avait découvert. « Il faut qu'on parle, » dit-elle. « Vraiment parle. Vous me devez ça. Vous nous devez ça. » Ils se retrouvèrent dans le petit café où ils avaient eu leur première vraie conversation, celui près du marché aux fleurs. L'ironie de ce retour aux sources n'échappa ni à l'un ni à l'autre. Cette fois, cependant, l'atmosphère était chargée d'une tension différente. Non plus la curiosité timide des premiers jours, mais l'urgence de 2 âmes blessées qui cherchaient à se comprendre. Julien commanda 2 cafés d'une main tremblante. Élise l'observait en silence, notant les changements que ces 3 mois avaient opérés en lui. Il avait maigri, des cernes soulignaient ses yeux bleus et une tristesse profonde marquait ses traits. Malgré sa colère et sa méfiance, elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe de compassion. « Alors, dit-elle quand le serveur se fut éloigné, racontez-moi tout.
depuis le début. Et cette fois, je veux la vérité, toute la vérité. Julien prit une profonde inspiration et plongea son regard dans le sien. Mon vrai nom est Julien Delacroix. J'ai 30 ans. Je suis l'héritier unique de l'empire hôtelier Delacroix, créé par mon arrière-grand-père il y a un siècle. Ma fortune personnelle s'élève effectivement à près de 3 milliards d'euros. Il marqua une pause, comme si chaque mot lui coûtait. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais fiancé à Isabelle de Montclair, un mariage arrangé par nos familles respectives. Je n'ai jamais aimé cette femme, et elle ne m'a jamais aimé non plus. Nous étions 2 noms sur un contrat, 2 fortunes qui s'associaient. Élise l'écouta sans l'interrompre, son visage fermé mais attentif. J'ai grandi dans un monde où chaque relation était calculée, où chaque sourire cachait un intérêt. Mes amis d'enfance m'invitaient pour mes yachts et mes propriétés. Les femmes me séduisaient pour mon statut et mon argent. Même mon père, sa voix se brisa légèrement. Même mon père ne me voyait que comme un futur dirigeant, jamais comme son fils. Alors vous avez décidé de tout quitter? Pas au début. Au début, j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. J'ai voulu réformer nos hôtels, améliorer les conditions de travail, investir dans l'écologie. Mon père et le conseil d'administration ont rejeté toutes mes propositions. Ils m'ont dit que j'étais naïf, que les affaires n'étaient pas faites pour les sentiments. Julien but une gorgée de café, ses mains tremblant légèrement. Quand j'ai annoncé que je voulais rompre mes fiançailles avec Isabelle, mon père a menacé de me déshériter. Il m'a dit que si je n'épousais pas Isabelle, si je ne reprenais pas l'entreprise selon ses règles, alors je ne valais rien à ses yeux. Et c'est là que vous avez fui. J'ai eu besoin de réfléchir, de comprendre qui j'étais vraiment, sans l'argent, sans le nom, sans le statut. Je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'aimer pour moi-même. Il la regarda intensément. J'ai demandé à mon chauffeur de me déposer dans un quartier populaire de Lyon, au hasard. Je me suis déguisé, j'ai sali mes vêtements, et j'ai marché dans les rues en me demandant comment j'allais m'en sortir. « Vous jouiez aux pauvres », dit Élise, avec une pointe d'amertume. Au début, oui, c'était un jeu, une expérience. Mais quand vous m'avez trouvé, quand vous m'avez emmené chez vous, il secoua la tête. Ça a tout changé. Vous m'avez traité avec une humanité que je n'avais jamais connue. Vous m'avez nourri, logé, consolé, sans rien attendre en retour. Pendant que vous me mentiez sur votre identité, pendant que je découvrais ce que c'était que d'être aimé sincèrement. Sa voix se fit plus douce. « Élise, ces semaines avec vous ont été les plus belles de ma vie. Pour la première fois, je me levais le matin avec une raison d'être heureux. Votre sourire, vos mains dans la terre, la façon dont vous parliez aux fleurs, vous m'avez fait découvrir la beauté du monde. » Élise sentit ses défenses s'effriter, mais elle se força à rester concentrée. « Et l'argent, votre fortune, vous l'aviez toujours pendant que vous viviez chez moi? »« Oui, avoua-t-il. J'aurais pu tout récupérer d'un claquement de doigts. Mais je ne voulais pas. Je voulais vivre cette expérience jusqu'au bout. Je voulais mériter votre amour. En me mentant, en apprenant à devenir l'homme que vous méritez. » Sa voix se fit plus passionnée. « Vous croyez que c'était facile ? Vous croyez que ça ne me déchirait pas de vous mentir tous les jours? Mais j'avais peur, Élise. J'avais peur qu'en apprenant qui j'étais vraiment, vous me regardiez différemment, que vous me voyiez comme tous les autres, une fortune sur pattes. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Vous avez raison. » Il baissa la tête. « J'ai été égoïste. J'ai voulu protéger mon bonheur au détriment de votre droit à la vérité. » Un silence pesant s'installa entre eux. Élise fixait sa tasse de café, l'esprit en ébullition. Tout ce qu'il disait résonnait en elle comme vrai, mais la blessure était encore trop fraîche pour qu'elle puisse l'accepter facilement. « Et maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi la fondation ? Pourquoi aider notre quartier en secret ?» Julien leva les yeux vers elle, et elle y lut une sincérité qui lui coupa le souffle. « Parce que vous m'avez appris que la vraie richesse, c'est ce qu'on donne. Parce que même si je ne peux plus être dans votre vie, je peux au moins honorer vos enseignements. Parce que... » Sa voix se brisa. « Parce que vous aimez m'a rendu meilleur, et que je veux continuer à être meilleur, même sans vous. » Ces mots touchèrent Élise au plus profond de son être.
Pour la première fois depuis la révélation, elle entrevoyait la possibilité que l'homme qu'elle avait aimé et le milliardaire qu'elle avait découvert ne soient qu'une seule et même personne, complexe, imparfaite, mais authentique dans ses sentiments. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner, » murmura-t-elle. « Je ne vous le demande pas, » répondit-il. « Je vous demande juste de me laisser vous prouver que l'homme que vous avez aimé existe vraiment, qu'il n'était pas qu'un rôle que je jouais. » Élise le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la trace de l'homme qui l'avait fait sourire dans sa boutique de fleurs. Et lentement, très lentement, elle commença à le retrouver. 2 semaines s'écoulèrent après cette conversation déchirante au café. 2 semaines pendant lesquelles Élise et Julien échangèrent de timides messages, des rencontres courtes et prudentes, comme 2 oiseaux blessés qui réapprennent à faire confiance. Élise avait posé des conditions. Pas de cadeaux somptueux, pas de tentative pour l'impressionner avec sa fortune, juste l'homme qu'elle avait connu dans sa boutique. Julien avait accepté toutes ces conditions sans discuter. Il venait la voir chaque jour, mais seulement si elle l'y autorisait. Il l'aidait encore dans sa floriculture, mais en restant dans l'ombre, sans chercher à se mettre en avant. Et surtout, il lui parlait. Il lui racontait son enfance solitaire, ses rêves étouffés, sa quête désespérée d'authenticité dans un monde de façade. Ce matin-là, Élise remarqua une effervescence inhabituelle rue de la République. Des ouvriers s'affairaient devant un grand immeuble haussmannien, déchargeant des matériaux, installant des échafaudages. Elle n'y aurait pas prêté attention si elle n'avait aperçu une silhouette familière, discutant avec les artisans. Philippe Marchand, l'assistant de Julien qu'elle avait reconnu grâce aux photos trouvées lors de ses recherches sur Internet. Intriguée, elle s'approcha discrètement et tendit l'oreille. « Monsieur Delacroix insiste pour que les moulures soient parfaites, » disait Philippe à un artisan. « Et surtout, l'espace central doit pouvoir accueillir les plus belles compositions florales. C'est le cœur du projet. » Le cœur d'Élise s'accéléra. Des compositions florales dans ce quartier chic. Une terrible suspicion commença à germer dans son esprit. Ce soir-là, quand Julien vint la voir à la boutique, elle l'affronta directement. « Qu'est-ce que vous fabriquez rue de la République ?» Julien pâlit. Il avait espéré garder son projet secret encore quelques semaines. « Comment vous ?»« J'ai vu votre assistant discuter avec des ouvriers. Il parlait de composition florale. »« Julien, qu'est-ce que vous préparez ?» Il soupira profondément, comprenant qu'il ne pouvait plus esquiver. « Venez, » dit-il simplement. « Il faut que je vous montre quelque chose. » Ils marchèrent en silence jusqu'à l'immeuble en travaux. Julien sortit un trousseau de clés et ouvrit la grande porte vitrée. À l'intérieur, Élise découvrit un espace en pleine transformation, mais dont elle pouvait déjà deviner la magnificence future. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. L'espace était immense, baigné de lumière naturelle grâce à d'immenses verrières. Les murs étaient ornés de moulures restaurées avec un soin méticuleux. Au centre, un bassin en marbre blanc était en cours d'installation, visiblement destiné à accueillir des arrangements floraux d'exception. « C'est quoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle commence à comprendre. « Une floriculture », répondit Julien d'une voix douce. « La plus belle floriculture de Lyon. Un temple dédié à l'art floral. » Élise se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes qu'elle retenait. « Pour qui ? Pour personne en particulier, pour les gens qui aiment les fleurs, pour honorer cet art que vous m'avez fait découvrir. » Il marqua une pause. « Et j'espérais que vous accepteriez d'en être la directrice artistique. Julien, écoutez-moi jusqu'au bout. » Il s'approcha d'elle, les yeux brillants d'émotion. « Je ne vous demande pas de m'épouser. Je ne vous demande même pas de me pardonner complètement. Je vous propose juste de créer ensemble quelque chose de beau, de donner vie à vos rêves d'artiste. » Il désigna l'espace autour d'eux. Imaginez les plus belles fleurs du monde exposées comme des œuvres d'art, des cours de composition pour les amateurs, des expositions temporaires, un endroit où la beauté florale serait célébrée comme elle le mérite. Élise était émue malgré elle. Ce projet était exactement ce dont elle avait toujours rêvé secrètement. Élever l'art floral au niveau qu'il méritait, le sortir de la simple décoration pour en faire une véritable expression artistique. « Et le nom ?» demanda-t-elle, bien qu'elle redoute la réponse.
Julien sourit timidement. Fleur d'Élise, si vous acceptez, bien sûr. Cette révélation la bouleversa. Il avait donné son nom à ce projet magnifique, à cette floriculture de rêve qu'il construisait, sans même savoir si elle l'accepterait un jour. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi vous faites ça ?»« Parce que vous m'avez sauvé, littéralement. Vous m'avez sauvé de devenir quelqu'un que je ne voulais pas être. Vous m'avez montré ce qu'était la vraie générosité, la vraie beauté. » Il s'approcha encore. « Et parce que je vous aime, vraiment, profondément, sincèrement, pas pour ce que vous pourriez m'apporter, mais pour ce que vous êtes, Julien. Je sais que j'ai détruit votre confiance. Je sais que mes mensonges vous ont blessé. Mais laissez-moi vous prouver que mes sentiments, eux, n'ont jamais été un mensonge. » Élise regarda autour d'elle cette magnificence en devenir, puis reporta son attention sur l'homme qui se tenait devant elle. Elle vit dans ses yeux la même vulnérabilité que le jour où elle l'avait trouvé dans la rue, la même sincérité que quand il l'aidait dans sa boutique, la même tendresse que quand il lui parlait de ses rêves. Lentement, très lentement, elle tendit la main et caressa son visage. « Vous êtes complètement fou, » murmura-t-elle. « Fou de vous ?» répondit-il en fermant les yeux sous sa caresse. « Et si ça ne marche pas entre nous, si je n'arrive pas à vous faire entièrement confiance, alors au moins on aura créé quelque chose de beau ensemble. Et la beauté, c'est déjà une forme d'amour, non ?» Pour la première fois depuis des mois, Élise sourit. Un vrai sourire, lumineux et spontané. « Quand est-ce que vous comptez ouvrir ?»« Dans 2 mois, si vous acceptez de diriger le projet. » Élise regarda une dernière fois autour d'elle, puis planta son regard dans celui de Julien. « D'accord, » dit-elle, « mais à une condition. Tout ce que vous voulez. Plus jamais de mensonges entre nous. Plus jamais. Même pour me protéger, même par amour. Si on doit échouer, qu'on échoue au moins dans la vérité. Je vous le promets, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes. « Plus jamais de mensonges. Et dans cette floriculture en devenir, sous la lumière dorée du soleil couchant qui filtrait à travers les verrières, ils s'embrassèrent, comme au premier jour, mais en sachant cette fois exactement qui ils étaient et ce qu'ils risquaient ensemble. 6 mois plus tard, place Bellecour, Lyon. Le printemps avait transformé Lyon en un écrin de verdure et de lumière. Sur la plus grande place piétonne d'Europe, les premiers touristes de la saison se mêlaient aux Lyonnais qui profitaient de la douceur revenue. Au cœur de cette effervescence, Fleur d'Élise brillait comme un joyau aux 12 rues de la République, sa devanture art déco attirant les regards émerveillés des passants. Élise se tenait devant sa création, encore incrédule après tous ces mois. La floriculture dépassait tous ses rêves les plus fous. Des espaces d'exposition où chaque bouquet était mis en scène comme une œuvre d'art, un atelier pour les cours de composition florale, et au centre, ce magnifique bassin en marbre blanc où trônaient ses créations les plus audacieuses. « Mademoiselle Moreau ?» Une journaliste de Lyon-Capitale s'approcha avec son photographe. « Pourriez-vous nous expliquer votre philosophie artistique ? Les fleurs ne sont pas que de la décoration. » répondit Élise avec cette passion qui la caractérisait. Elles racontent des histoires, traduisent des émotions, créent des liens entre les êtres. Ici, nous essayons de révéler cette magie au grand public. Pendant que la journaliste prenait des notes, Élise aperçut Julien, qui revenait de sa promenade matinale. Il avait pris l'habitude de parcourir le quartier Croix-Rousse chaque matin, saluant M. Girard au marché, prenant son café chez Mme Roussel, discutant mécanique avec Théo. Ce grand milliardaire parisien était devenu, au fil des mois, un authentique Lyonnais du quartier. « Monsieur Delacroix !» la journaliste l'interpella. « Que représente ce projet pour vous ?» Julien regarda Élise avec une tendresse qui ne l'avait jamais quitté depuis leur réconciliation. « Ce projet représente une renaissance, » dit-il simplement. « Pour moi, pour Élise, pour notre vision commune de ce que peut être la beauté. Et vos autres entreprises? L'empire hôtelier familial ? J'ai gardé mes responsabilités, mais j'ai délégué la gestion quotidienne. Mon père et moi avons trouvé un équilibre. Je reste présent dans les décisions stratégiques, mais j'ai ma liberté pour mes projets personnels. » Il sourit. « D'ailleurs, plusieurs de nos hôtels intègrent maintenant des espaces floraux conçus par Élise. L'art et les affaires peuvent parfaitement cohabiter. » C'était vrai. Au fil des mois, Julien avait réussi ce qui semblait impossible.
réconcilié sa réussite financière avec ses valeurs nouvelles. Il avait transformé progressivement l'empire de la Croix, y insufflant une dimension humaine et écologique qui surprenait le monde des affaires. Et Élise l'accompagnait dans cette transformation, apportant sa sensibilité artistique aux projets les plus ambitieux. « Et Isabelle de Montclair ?» demanda encore la journaliste. « Les rumeurs de réconciliation ? Il n'y a jamais eu d'amour entre Isabelle et moi, » répondit Julien avec fermeté. « Elle a d'ailleurs épousé l'héritier des parfumeries Laurier le mois dernier. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait, un statut social prestigieux. Et moi, j'ai trouvé ce que je cherchais vraiment. » Il prit la main d'Élise, qui rougit légèrement sous les regards. Après le départ des journalistes, ils se retrouvèrent seuls dans la boutique. Élise finissait de préparer la composition du jour, un arrangement de pivoine rose et de lilas blanc qui embaumait tout l'espace. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux ?» dit Julien en l'observant travailler. « Quoi donc ? Vous voir créer. Voir vos mains donner vie à ces fleurs, voir votre visage s'illuminer quand une composition prend forme. C'est le plus beau spectacle du monde. » Élise sourit et vint se blottir contre lui. « Et moi, vous savez ce qui me rend heureuse ? Dites-moi, vous avoir retrouvé. Le vrai vous, celui qui n'a pas peur de montrer ses faiblesses, qui assume ses erreurs, qui donne sans compter. » Elle leva les yeux vers lui. « L'homme qui m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. » Élise. « Non, non, laissez-moi finir. » Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Ces mois ont été difficiles, mais ils nous ont rendus plus forts, plus vrais. Et maintenant, je peux dire que je vous aime non pas malgré votre fortune, mais malgré le mal qu'elle vous a fait. Je vous aime pour l'homme que vous êtes devenu, grâce à cette épreuve. » Julien la serra contre lui, ému aux larmes. « Je vous aime aussi, plus que ma vie, plus que tout ce que j'ai jamais possédé. » Et ils restèrent enlacés, au milieu de cette floriculture qui témoignait de leur amour retrouvé, entourés par les parfums délicats des fleurs qu'Élise avait arrangées avec tant d'amour. Dehors, Lyon s'éveillait à une nouvelle journée. Les cloches de la basilique Notre-Dame de Fourvière sonnaient midi, les terrasses des cafés se remplissaient, et la vie suivait son cours tranquille. Mais dans cette boutique baignée de lumière, deux âmes qui avaient failli se perdre venaient de se retrouver définitivement. « Au fait, » dit Julien avec un sourire malicieux, « j'ai une surprise pour vous. »« Encore ?» rit Élise. « Vous n'allez pas recommencer avec vos projets secrets. Celui-ci, vous allez l'adorer. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « L'exposition internationale de floriculture de Chelsea m'a invité... nous a invités à présenter vos créations l'année prochaine. » Élise écarquilla les yeux. « Chelsea, le prestigieux concours anglais, le plus prestigieux concours floral au monde, et ils veulent voir le travail de la French Touch, d'Élise Moreau. Notre travail, corrigea-t-elle, nos créations, notre amour transformé en beauté. Notre amour transformé en beauté, répéta-t-il en l'embrassant. J'aime cette définition. » Et tandis que le soleil de ce bel après-midi de printemps inondait Fleur d'Élise de sa lumière dorée, deux êtres qui s'étaient trouvés dans la rue par un matin pluvieux d'automne savouraient leur bonheur reconquis, plus fort et plus authentique que jamais. Leur histoire, commencée par un geste de générosité spontanée, s'épanouissait maintenant comme la plus belle des fleurs, dans la vérité, la confiance et un amour qui avaient su traverser tous les orages.